On va tout de suite enchaîner avec vous, Nathalie Machon, et vous, Colin Fontaine, pour une seconde table ronde sur la biodiversité. Donc, y a-t-il vraiment moins de biodiversité en ville? C'est le thème de cette seconde table ronde. Nathalie Machon, rebonjour. Bonjour. Pour ceux qui n'étaient pas là en introduction, vous êtes donc professeur d'écologie au Muséum national d'histoire naturelle. Et Colin Fontaine, bonjour. Vous êtes vous aussi chercheur à la fois au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle. On va revenir donc sur cette notion de biodiversité en ville, savoir si elle est plus ou moins dense qu'à la campagne. Vous disiez en introduction, il y a vraiment beaucoup d'espèces, notamment 1000 espèces de plantes, 80 espèces d'oiseaux, dont on a vu un petit échantillon ici. Si on devait avoir un ordre de grandeur pour comparer ça à ce qu'on peut trouver hors des villes, à la campagne, est-ce que voilà, il y a beaucoup moins d'espèces en ville finalement ou Alors ça dépend ce qu'on appelle la campagne. Si on pense à des champs cultivés en agriculture intensive, il y a beaucoup plus d'espèces en ville. D'abord parce que dans une ville, on a une mosaïque de milieux, donc on a des jardins, des friches, des espaces engazonnés, des potagers, etc. Et c'est cette multiplicité d'espaces avec une multiplicité d'usages qui fait qu'on a des espèces très variées. Dans un champ de maïs, on a du maïs essentiellement. Après, si on compare par rapport à des parcs, le parc de la Vanoise ou des espaces comme ça très naturels, évidemment, on a beaucoup moins d'espèces en ville, surtout par le fait que l'espace est occupé par des bâtiments, des routes, où les espèces ont du mal à vivre. Et puis aussi par le fait qu'on a un peu toujours les mêmes espèces dans les villes, parce que c'est des espèces très généralistes qui peuvent s'adapter à des choses très variables, des conditions très variables, alors que dans des espaces naturels, les conditions sont peut-être un peu plus constantes, et donc on a des espèces très spécialistes, mais une multitude. Alors les animaux, la biodiversité en ville est aussi très discrète. Vous me racontiez qu'on savait qu'il y avait des renards à Paris, notamment parce qu'on avait vu leurs traces dans la neige dans le jardin des plantes ici même en hiver. Oui. C'est compliqué de les repérer, ces animaux. C'est vrai que les pauvres, ils se font assez discrets, hein, surtout des organismes comme les renards qui ont longtemps été considérés comme indésirables et qui ont été chassés. Il y a même encore quelques années, dans une ville de banlieue où j'habitais, on offrait une récompense à ceux qui rapportaient des preuves qu'ils avaient tué un renard. Alors pour vous dire que les renards ont intérêt à faire profil bas, et c'est vrai qu'au muséum, quand il neige, on peut voir des traces d'animaux, et on a vu souvent des renards, et on ne sait pas très bien où ils habitent, mais ils sont là. C'est comme ça qu'on identifie les autres animaux aussi. J'imagine qu'il y a d'autres méthodes. Comment est-ce que vous y prenez pour aller à la chasse aux mammifères urbains ou à ces différentes espèces d'animaux? Alors ça, il fallait poser la question à Benoît Pisanou, parce que moi, je travaille plutôt sur les plantes. Mais les animaux, on a des façons de les piéger, sans pour autant les tuer forcément. On peut les observer, on peut les écouter. Les chauves-souris, on a des appareils qui permettent de détecter les ultrasons. Et en analysant les signaux, on peut déterminer quelles espèces sont présentes. Alors cette biodiversité, elle ne vit pas n'importe où. Il y a des espaces privilégiés pour l'accueillir en ville, notamment en bord de fleuve ou de rivière. C'est un point d'entrée important pour les plantes ou animaux d'ailleurs? Oui, on remarque que déjà les points d'eau sont des endroits importants pour les animaux, les plantes. On a tous besoin d'eau, et donc il y a beaucoup d'animaux et de plantes qui sont inféodés aux zones plus humides. Mais on a remarqué aussi que la Seine, par exemple, apporte aux alentours de la Seine, on a beaucoup plus d'espèces qu'un peu plus loin dans les quartiers, parce que le souffle d'air qui va avec le fleuve apporte des graines et tout un tas d'organismes comme ça. Oui, il y a d'autres lieux en ville privilégiés, notamment les friches. Les friches urbaines sont des lieux importants pour la biodiversité? La friche, c'est un milieu qui est important pour la biodiversité parce que c'est un espace où il n'y a pas de gestion, au moins pendant un certain temps. Et donc, une succession d'espèces peuvent arriver, croître et puis disparaître et être remplacées par d'autres. Donc c'est des milieux qui sont très riches, oui. Mais vous m'expliquez aussi que c'était un milieu qui pouvait être saturé assez rapidement finalement.
Oui, parce que si on laisse faire la nature, on a d'abord des plantes, puis des arbustes, enfin des plantes herbacées, puis des arbustes, puis des arbres. Et quand les arbres sont là et qu'un certain nombre de plantes très couvrantes, finalement, on arrive à un maximum d'espèces. Et c'est à la faveur de la gestion, par exemple, ou de la disparition, de la mort de certains arbres, que de nouvelles espèces peuvent venir et enrichir le milieu. Oui. La condition première pour cette biodiversité, c'est que les espaces soient donc ouverts et pas trop bétonnés. C'est aussi le cas, on parlait des bords de Seine ou des bords de fleuve. Quand c'est trop bétonné, évidemment, la biodiversité disparaît. Il faut qu'il y ait un accès à la terre, en fait, qui soit assuré. C'est sûr que quand vous avez une berge complètement bétonnée, il y a quelques espèces qui arrivent à s'infiltrer dans les fissures, mais c'en est fini des arbustes, des arbres, etc., forcément. Ouais. Je passe à vous, Colin Fontaine. Vous travaillez, vous, plus sur les pollinisateurs, très important aussi en ville, et sur cette notion d'espace accueillant pour la biodiversité. Le fait que la terre soit bétonnée peut être très dommageable pour beaucoup de pollinisateurs, justement. Alors, effectivement, le fait que le sol soit imperméabilisé, bétonné, ça va avoir un effet sur les plantes et donc sur les ressources alimentaires disponibles pour les pollinisateurs. Et il y a aussi une autre façon dont l'imperméabilisation des sols peut affecter les pollinisateurs, parce que il y a beaucoup d'espèces d'abeilles sauvages qui nichent dans le sol et qui donc ont besoin, là encore, d'un accès au sol. Alors peut-être qu'on va repréciser la différence entre les différentes abeilles. C'est aussi assez méconnu. Il y a les abeilles domestiques qui sont celles qu'on met partout sur les toits parisiens ou même à la campagne dans les ruches. Il y a plus de 1000 espèces d'abeilles sauvages, c'est ça ? Alors tout à fait. En France, il y a à peu près un tout petit peu moins de 1000 espèces d'abeilles sauvages qui pour la plupart sont solitaires, donc ne produisent pas de miel, n'ont pas de reine. Et en regard de cette diversité, il n'y a qu'une seule espèce qui est domestique, Apis mellifera, et avec laquelle on fait du miel. Mais alors les pollinisateurs, donc si déjà c'est important de bien faire la distinction entre l'abeille domestique et les pollinisateurs sauvages, les abeilles sauvages, ces pollinisateurs sauvages ne se réduisent pas aux abeilles. Il y a énormément d'insectes très diversifiés qui viennent se nourrir de nectar et de pollen dans les fleurs. Et on a notamment donc les papillons, ça on connaît bien, mais il y a énormément de mouches aussi, des mouches très, très variées, qui peuvent être soit comme un petit peu des mouches domestiques noires ou métallisées qu'on connaît bien. Il y a aussi des mouches qui se déguisent en abeilles ou en guêpes, qui sont rayées jaune et noir et qu'on reconnaît très facilement parce qu'elles volent en surplace. Donc quand vous voyez quelque chose de rayé jaune et noir qui vole en surplace, c'est pas une abeille, c'est pas une guêpe, c'est une mouche. Les guêpes aussi justement sont aussi des pollinisateurs importants. Au final, vous me disiez, les abeilles sont peut-être les espèces qui pollinisent le plus individuellement, mais comme elles sont moins nombreuses, le rôle de pollinisation est extrêmement important, effectué par les mouches ou par les autres pollinisateurs. Tout à fait. En fait, il y a eu plusieurs études qui ont été réalisées sur ce sujet pour essayer de quantifier un petit peu l'efficacité de pollinisation de différentes espèces de pollinisateurs. Et alors l'abeille qui est présentée comme ou les abeilles qui sont présentées comme les reines de la pollinisation sont effectivement en général plus efficaces par visite. Avec une visite d'abeille sur une fleur, elle va déposer plus de grains de pollen, etc. Mais si on prend en compte l'ensemble des visites qui sont faites par les insectes à un endroit donné, en fait, on s'aperçoit que le nombre de visites faites par les autres pollinisateurs est très important. Et donc, quand on combine l'efficacité peut-être un peu moins importante de pollinisation des pollinisateurs non abeilles avec leur très grand nombre de visites qu'ils font, en fait, ils apparaissent avoir un rôle potentiellement plus important que celui des abeilles.
Alors, toutes ces espèces de pollinisateurs cohabitent, et justement, elles ne cohabitent pas toujours de façon très optimum. Une des idées reçues qu'on est aussi là pour essayer peut-être de casser, c'est que malheureusement, c'est pas forcément très écolo de mettre des ruches partout. Il y a une compétition entre les ruches, entre les abeilles domestiques et les autres abeilles, et en fait, voilà, pour préserver les abeilles sauvages, il vaut mieux aujourd'hui mettre des nichoirs que des ruches chez soi, c'est ça? Alors effectivement, la pollinisation, on en parle beaucoup, c'est vraiment un étendard de conservation de la biodiversité dont on entend parler très souvent. Mais si on écoute un peu de façon attentionnée le discours, souvent ce discours se réduit à l'abeille domestique, qui n'est pas une abeille sauvage, qui n'est pas une espèce sauvage. Et on a dans les villes actuellement beaucoup d'initiatives pour favoriser l'implantation de ruches d'abeilles domestiques en ville, comme symbole de la biodiversité, comme parce que en milieu agricole, on s'attend à ce que ce milieu soit moins bon pour les abeilles domestiques à cause des pesticides, etc. Donc la ville apparaît comme un refuge. Et en fait, ces implantations de ruches, donc à Paris par exemple, on est passé de, je crois, 400 ruches dans Paris intramuros à 700 actuellement en quelques années. Et il y a de plus en plus d'études qui commencent à se poser des questions sur la compétition possible entre les abeilles domestiques et les pollinisateurs sauvages. Donc il y a des études qui ont été faites en milieu naturel parce que dans des parcs naturels, c'est la même problématique. On va avoir tendance à vouloir mettre énormément de ruches d'abeilles domestiques dans les milieux naturels. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, à proximité de zones où il y a beaucoup de colonies d'abeilles domestiques, les abeilles sauvages ont moins de ressources à leur disposition, ce qui se traduit par une reproduction de ces abeilles sauvages moins bonne. Donc il y a un équilibre à avoir, c'est juste qu'il faut, on revient à cette histoire d'équilibre où il faut trouver une place pour tout le monde. Et ces abeilles sauvages sont aussi désavantagées par ce que vous appeliez les filtres urbains, c'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, la bétonisation de beaucoup d'espèces de pollinisateurs qui nichent dans le sol est extrêmement contrariée par le recul des habitats possibles. Oui, tout à fait. Donc la ville est un milieu particulier qui va appliquer des filtres, effectivement, et seules certaines espèces vont pouvoir se développer en ville, vont arriver à se développer en ville. Et si on prend l'ensemble des pollinisateurs, en fait, ces filtres sont très forts sur les papillons. On voit très peu de papillons en ville. Très forts sur les diptères, donc sur les mouches. Il y a assez peu de mouches pollinisatrices en ville. Et là où il est le moins fort, en fait, c'est sur les abeilles où on a une quantité non négligeable d'espèces d'abeilles sauvages qui s'accommodent relativement bien du milieu urbain. Une autre idée reçue assez commune, c'est de dire que les abeilles domestiques, pour le coup, sont mieux loties en ville parce qu'elles échappent aux pesticides à la campagne, elles échappent à ce qu'on appelle les déserts verts, ces énormes monocultures à la campagne, et que finalement elles sont plus vivaces et plus productives en ville. C'est une idée reçue qui est vraie finalement, qui est Alors j'ai participé à une étude sur le sujet où ce qu'on voit à Paris, c'est que la mortalité tend à être un peu plus faible en ville et la production de miel un peu plus importante. Après, les causes de ça ne sont pas très simples à mettre en évidence. On peut penser effectivement à l'utilisation de pesticides qui est très réduite, qui est plus réduite en ville qu'à la campagne. Mais on peut aussi penser à d'autres façons d'expliquer cela, comme par exemple l'îlot de chaleur urbain. Il fait plus chaud en ville qu'à la campagne. Et donc on a une saison d'activité pour les pollinisateurs qui est plus longue en fait. Parce que les abeilles sortent qu'à partir de certaines températures seuil, et donc elles vont avoir une saison plus longue en ville qu'à la campagne, ce qui pourrait expliquer pourquoi elles arrivent à produire plus de miel. Il y a aussi une plus grande variété de fleurs potentiellement en ville, c'est ça aussi Alors plus grande variété, je ne saurais
pas forcément le dire. Il y a une bonne variété. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'effectivement, il y a dans les jardins le travail des jardiniers. Les hommes aiment bien les fleurs, donc on a beaucoup de fleurs. Et sur toute la saison, là encore. Alors Nathalie Machon, justement, vous êtes plus spécialisée dans les plantes, vous. Sur ces plantes, sur les conditions de leur développement et de leur épanouissement en ville, évidemment, il y a le travail des pollinisateurs qui est important. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en compte, notamment l'importance de la connexion entre ces différents milieux naturels en ville. Oui, et ça vaut pas seulement pour les plantes, ça vaut aussi pour les animaux. En fait, un grand principe en écologie, c'est qu'une population d'un animal ou d'une espèce végétale particulière, cette population, elle va pouvoir prospérer plus longtemps si elle peut échanger des gènes avec la même espèce un peu plus loin. Et donc en ville, le problème, c'est que les bâtiments, les routes forment des barrières qui empêchent ces échanges de gènes entre populations. Et donc, c'est comme pour les humains, si on vit en vase clos à seulement quelques personnes, on ne pourra pas faire des familles pendant très longtemps. Les animaux, les plantes, c'est la même chose. Et donc, le problème du milieu urbain, c'est ces connexions qui doivent être établies entre les populations animales et végétales. Quand on parle de connexion, pour être un peu plus concret, c'est quoi? C'est établir des corridors verts, c'est établir des trames bleues et vertes, comme on le dit, mais... Alors ça dépend vraiment des organismes. Les oiseaux, par exemple, ils n'ont pas besoin de grand-chose parce qu'ils peuvent très bien voler d'un espace vert à un autre. En revanche, la petite population de coquelicots, si elle veut échanger des gènes avec celle du jardin public plus loin, il va falloir que ces graines fassent le trajet. Alors les graines, elles peuvent faire le trajet accrochées à nos pantalons, accrochées aux poils de nos animaux de compagnie. Elles peuvent aussi être entraînées par le vent, pour certaines. Mais c'est quand même un sacré chemin à parcourir. Et s'il y a des petites populations relais sur le chemin, elles peuvent faire des sauts un peu moins grands que d'un espace vert à un autre. Et donc, les échanges de graines sont facilités. En termes d'échange de graines, vous me disiez qu'il y a des espèces assez incroyables qui peuvent vraiment parcourir de très longues distances dans les airs parce que les graines ont une très grande portance et sont très légères. Oui, c'est vrai. Par exemple, les orchidées, elles ont des graines qui sont presque comme de la poussière. Et donc, on a pu montrer que certaines d'entre elles font des chemins de plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres. Néanmoins, la grande majorité des graines a tendance à germer pas très loin de la plante mère. Il y a d'autres espèces qui sont capables d'aller assez loin. On a l'exemple à Paris d'une espèce qui est arrivée dans les années 90 qui s'appelle le Censon du Cap, qui est une petite marguerite jaune que vous pouvez voir en fleurs un peu partout là en ce moment, et une bonne partie de l'année d'ailleurs. Et cette espèce, elle est, dit-on, arrivée par les graines dans la laine des moutons en provenance d'Afrique du Sud, et elle est arrivée dans plusieurs gares européennes. Et donc les plantes ont germé sur les voies ferrées, autour des gares. Et donc à Paris, les premières mentions, c'est au début des années 90. Et cette plante, maintenant, vous pouvez la voir partout. Elle a réussi à se propager extrêmement efficacement dans toutes les directions. Et on a fait un peu de génétique pour voir si on arrivait à voir comment elle... Alors elle est arrivée par les gares de Bercy, d'Austerlitz, etc., comment elle avait pu se propager dans la ville, et très probablement, elle l'a fait d'une façon extrêmement rapide dans toutes les directions. On ne trouve pas une structure précise qui montrerait qu'elle a fait son chemin petit à petit, mais elle a certainement envoyé ses graines un peu dans toutes les directions très massivement. Donc elle n'avait pas besoin de relais, elle fait comme les oiseaux, quoi. Elle n'a pas besoin de petits relais réguliers pour pouvoir faire son chemin dans la ville. On reviendra, si on a le temps, sur le problème des espèces invasives en ville. Peut-être avant, pour bien cerner aussi l'enjeu, finalement, c'est quoi une bonne politique de la ville pour préserver cette biodiversité? Faire ces connexions, c'est quoi? C'est mettre des toits végétalisés, c'est mettre un maillage de parc le plus serré possible? Alors, la première chose, c'est étendre les espaces qui vont accueillir des végétaux. Là, on est dans les villes françaises, on n'est pas très bons élèves. Il y a d'autres villes dans le monde où systématiquement les nouveaux bâtiments ont des toitures végétalisées, par exemple, qui multiplient les surfaces végétalisées.
Donc c'est vraiment penser la ville avec beaucoup d'espace pour ces plantes. Il faut évidemment arrêter de les agresser, donc proscrire complètement les produits phytosanitaires. Madame tout à l'heure disait avec raison qu'il fallait être raisonnable dans ses comportements et que par exemple nourrir les pigeons c'est pas une bonne idée. Mais nourrir les pigeons, c'est quand même moins dramatique que d'utiliser du glyphosate à haute dose, parce que les dégâts sont infiniment plus importants. Alors peut-être qu'on peut développer cet aspect-là. Vous me disiez donc, aussi que dans les villes, heureusement, depuis, il y a une loi qui est passée qui interdit l'utilisation des produits phytosanitaires sur les voies publiques, ce qui est quand même un progrès énorme et qui fait qu'on commence à voir... En fait, la ville, c'est le seul écosystème actuellement en France qui gagne en biodiversité. Tous les autres perdent, mais en ville, on a une meilleure biodiversité qu'il y a quelques dizaines d'années. Et ça, c'est grâce à des pratiques quand même plus vertueuses et une attention plus soutenue par les urbanistes et les gestionnaires de la ville envers la biodiversité. Malgré tout, puisqu'on parle du glyphosate, il y a un message à faire passer qui est celui des particuliers qui utilisent beaucoup de produits phytosanitaires qui ne sont pas encore interdits pour les particuliers. C'est vrai. Les jardins sont très contaminés de C'est vrai, les jardins sont très contaminés. Il suffit d'aller dans les jardineries le week-end et voir des jardiniers amateurs qui sont prêts à acheter des produits chimiques pour qu'il n'y ait pas de pâquerettes dans leur pelouse, par exemple. Moi, ça me sidère parce que c'est quand même... C'est pas seulement une question de goût, une question de culture, c'est aussi mettre en danger à la fois l'environnement, mais aussi ses proches, quoi. Enfin, les enfants qui vont jouer dans le jardin ou les animaux domestiques. Donc, pour moi, c'est une aberration. Je ne comprends pas pourquoi ça continue comme ça. Enfin, ça va s'arrêter, hein, parce que heureusement, ces produits phytosanitaires, ils vont plus être à la vente pour les particuliers. Néanmoins, et le problème, c'est que on tape beaucoup sur les agriculteurs qui utilisent beaucoup ces produits-là. Néanmoins, leur utilisation est beaucoup plus raisonnable, entre guillemets. En tout cas, les contraintes économiques font qu'ils en utilisent moins. Mais les jardiniers amateurs utilisent les doses de façon complètement déraisonnable et qui n'ont rien à voir avec les enjeux et qui sont dangereux et pour eux et pour la biodiversité. Je crois que le comportement des jardiniers amateurs se symbolise bien par le cas du hérisson, un des rares mammifères présents en ville. Et vous me disiez, non seulement il est privé de sa nourriture, parce que les pesticides le privent des limaces qui pourraient être dans les jardins, et le comportement même architectural des jardins fait qu'il est malmené. Oui, c'est vrai, les hérissons sont en train de disparaître dramatiquement de nos villes et de nos campagnes. Donc c'est des animaux qu'on voit souvent écrasés sur les routes. C'est clair que les routes sont extrêmement meurtrières pour les hérissons. Le fait qu'on mette de l'anti-limaces, de l'anti-escargot dans nos jardins, ça tue la base de leur alimentation. Eux, ils se nourrissent de beaucoup de choses, hein, d'animaux, végétaux, tout ce qui est des insectes, des graines, etc. Le fait d'avoir des jardins trop propres, ça fait que nos hérissons n'ont plus rien à manger. Et puis le fait simplement de clôturer les jardins. Il y a des tas de pays où les gens ne mettent pas de clôture autour de leur jardin. Nous, chez nous, on clôture de façon bien efficace, bien hermétique nos jardins. Et ça, les hérissons ne peuvent pas passer d'un jardin à l'autre. Et donc, au bout d'un moment, ils meurent, surtout s'ils ont la malchance de se trouver à un endroit où il y a une route, etc. Et en particulier les murs. Quand on construit des murs autour de nos parcelles, on empêche tout flux d'animaux d'un côté à l'autre de la clôture, et ça c'est extrêmement dommageable pour la biodiversité. Donc si vous avez des murs autour de chez vous, faites des trous pour laisser passer les animaux et permettre comme ça les flux de gènes entre populations. Ce qui sera aussi utile pour vous, parce que justement les hérissons peuvent manger les limaces et vous conservez de belles laitues sans limaces et sans pesticides. Et c'est un ravissement pour les enfants d'avoir des hérissons dans le jardin. En termes de solutions, on parlait donc de la connexion importante des maillages, ça inclut les friches. Pour les pollinisateurs, c'est important aussi. Vous me disiez, avoir par exemple des trèfles dans les pelouses qu'on n'avait pas tondre trop tôt, c'est important pour que les pollinisateurs aient le temps de se nourrir.
Effectivement, pour les pollinisateurs, ce qui va les intéresser dans la végétation, c'est principalement les fleurs. Et donc, toutes les pelouses qui sont tondues de façon très courte et qui ne permettent pas aux plantes de fleurir sont donc complètement inutilisables pour les pollinisateurs. Donc, ça demande des adaptations de la gestion, des gestions un petit peu différentes de celles dont on a l'habitude pour favoriser la production de ressources florales. Une autre gestion, c'est aussi peut-être sélectionner des fleurs qui soient moins sélectionnées pour leur beauté, mais pour leur teneur en nectar, par exemple. Alors ça, effectivement, c'est un autre point qui est très important, c'est que donc en ville, il y a beaucoup d'espèces horticoles dont Nathalie parlait, et en fait, les espèces horticoles, elles ont été sélectionnées pour la beauté de leurs fleurs. Et quelquefois, ce processus de sélection s'est fait aux dépens des capacités de ces plantes à produire du nectar et du pollen. Donc on va avoir des fleurs avec énormément de pétales, des pétales qui sont doublés, triplés, quadruplés, mais plus de pièces fertiles dans les fleurs. Donc il y a pas mal d'espèces horticoles qui sont, malgré leurs belles fleurs, inutilisables pour les pollinisateurs. Donc effectivement, là, actuellement, on a une direction un peu différente où l'utilisation d'espèces locales adaptées au milieu et pas sélectionnées pour leurs fleurs est plutôt encouragée. Donc pour préserver la richesse et la diversité des pollinisateurs, on met des nichoirs plutôt que des ruches, on met des fleurs riches en nectar. Et puis aussi, donc, contre la bétonisation, vous me disiez, il faut des terrains qui soient particuliers, des terrains sableux, pour que les animaux puissent nicher confortablement. Ouais, donc ça c'est vrai effectivement pour les abeilles qui nichent dans le sol. Elles nichent principalement sur des terrains sableux, tassés, qui peuvent être, c'est un peu les chemins de sable sur lesquels passent des engins. Ça marche bien, ça. Ouais. Ces pollinisateurs sont indispensables aussi pour l'homme. On parle beaucoup d'interconnexion, mais l'homme est compris dedans. Tout ce qui est évidemment jardin, mais aussi agriculture urbaine, où ces développements-là nécessitent les pollinisateurs. Donc pour l'agriculture, effectivement, donc les pollinisateurs à la fois, ils sont importants pour l'ensemble de la diversité des plantes, pour la reproduction de ces plantes à fleurs, mais ils sont d'autant plus importants, comme vous le dites, pour les humains, parce que il y a toute une partie des plantes cultivées qui ont besoin de pollinisation pour produire leurs fruits ou ce que l'on va manger. À l'échelle mondiale, on dit qu'on a à peu près 3/4 des espèces cultivées qui dépendent des pollinisateurs pour leur production. Alors le chiffre est un peu différent quand on prend en compte le tonnage. Cette fois-ci, c'est plus qu'un tiers de la production en tonnage qui dépend des pollinisateurs, parce que vous avez le blé, le riz, ces céréales qui sont très largement utilisées, qui représentent une grosse quantité de la production agricole qui, eux, ne dépendent pas des pollinisateurs. Mais un des points, alors si c'est moins important en tonnage, un point qui remet quand même en avant un peu les pollinisateurs, c'est que c'est les fruits et les légumes notamment qui dépendent des pollinisateurs sont des sources de nutriments extrêmement importantes, notamment en termes de vitamines, que l'on n'a pas sans les pollinisateurs. On reviendra après dans la prochaine table ronde en détail sur l'utilité de la nature en ville. Un mot quand même, Nathalie Machon, vous savez bien vous aussi que la nature est très importante pour la qualité de vie des citadins, ça intervient à plein de niveaux. Oui, il y a énormément d'études qui sortent actuellement et qui mettent en relation la santé et la qualité de vie des citadins et la qualité de la biodiversité qu'on trouve dans leur quartier. Alors il y a des maladies, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais par exemple le phénomène d'allergie, il est beaucoup moins important chez les gens qui vivent dans des quartiers où il y a beaucoup de végétation,
paradoxalement, par rapport à des quartiers où il y a moins de végétation. Alors il y a plusieurs hypothèses. Une des hypothèses, c'est que par exemple quand il n'y a que de la pelouse c'est des plantes qu'on appelait dans le temps les graminées, qui donnent du pollen allergène. Donc quand on a la malchance d'habiter dans un quartier où il n'y a que de la pelouse, on se prend plein de pollen de graminées et donc on peut faire ce fameux rhume des foins. Dans les quartiers où la diversité en plantes est beaucoup plus grande, ces pollens allergisants sont plus dilués. Et puis il y a aussi un effet qui est dû au fait que tout petits, les enfants, s'ils sont mis en présence d'une grande variété de pollen, on observe qu'ils font moins d'allergies que ceux qui ne sont pas exposés à tous ces pollens. Donc probablement, le fait de vivre la qualité de la biodiversité là, a un effet direct sur la santé des gens. Il y a d'autres facteurs. Par exemple, c'est quand même plus agréable d'aller faire son footing dans un parc qui est bien végétalisé que de courir dans une cour toute bétonnée. Donc on a plus envie de faire du sport. Si on fait plus de sport, on est en meilleure santé. On a aussi pu faire des dosages des hormones de stress qu'on a dans le sang après des promenades qui sont effectuées soit dans des milieux très, très minéraux, donc que du bâtiment, de la route, soit dans des parcs très bien gérés avec par exemple que de la pelouse, et puis dans des espaces beaucoup plus diversifiés avec des plantes basses, des arbres, des arbustes, des couleurs différentes, etc. Et on voit très bien que les hormones de stress après ces promenades sont moins importantes chez les gens qui ont pu se promener dans des environnements variés avec une végétation très, très variée. Donc, sur le phénomène santé, il n'y a aucun doute que vivre dans un quartier avec de la biodiversité, c'est mieux. Et après, pour la qualité de vie, je vous laisse juger. Est-ce que vous préférez habiter dans un appartement qui donne directement sur l'immeuble d'en face, ou est-ce que vous préférez avoir la vue sur un parc avec de la végétation ? Je ne serais pas surprise de la réponse. Et d'ailleurs, le prix des loyers sont tout à fait en phase avec ça, c'est-à-dire que c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir accès à des espaces verts. Oui, un tout petit mot peut-être sur l'argument peut-être le plus important en faveur de la biodiversité, c'est que plus d'oiseaux, c'est moins de moustiques. Alors, ça, en plus, la biodiversité rend des services. Alors bon, oui, moins de moustiques, c'est clair. En fait, quand l'écosystème est sain, il y a des équilibres qui se créent et on observe moins de pullulation d'espèces indésirables. Donc, une ville avec une biodiversité très, très faible, c'est forcément des pullulations de quelque chose à un moment. Alors, cette biodiversité en ville, elle est souvent assez invisible. Il y a plein de choses qu'on apprend, qu'on ne savait pas forcément. Un aspect important pour peut-être permettre aux citadins d'être plus conscients de cette biodiversité, c'est tous les programmes qui existent au muséum de sciences participatives. Le programme Viginature, par exemple, ou le programme Sauvage de ma rue, dont on a distribué les bouquins tout à l'heure. Un mot sur ces programmes. Leur utilité, c'est à la fois c'est peut-être d'abord de faire participer les citoyens à cette prise de conscience. Oui, ces programmes, ils ont vraiment deux objectifs. Un qui est de partager la connaissance des espèces qui nous entourent avec nos concitoyens. Et donc, on espère qu'en participant, les gens vont apprendre à connaître des choses nouvelles pour eux, ou alors des choses qui sont ancrées dans la culture de notre pays. Par exemple, moi, je trouve intéressant que les enfants apprennent à reconnaître les coquelicots, les bleuets, les pissenlits. Ça fait partie de notre patrimoine culturel, ces espèces. Alors, les trois que je viens de vous citer, j'espère que vous les connaissez toutes, mais il y en a d'autres. Par exemple, sur nos trottoirs, il y a une plante qui s'appelle la verveine officinale. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est agréable de pouvoir mettre un nom connu sur des espèces qu'on voit tous les jours, ou inversement, de pouvoir identifier les plantes. Donc ça, ces programmes de sciences participatives, ils ont pour objectif de faire partager la connaissance de la nature.
Mais ils sont très utiles aussi pour nous, pour récupérer des données. La recherche, elle est ce qu'elle est, avec un nombre de chercheurs qui est relativement limité, malheureusement. Et donc, faire participer les citoyens, c'est se faire envoyer des données qui nous permettent après de faire des analyses pour mieux connaître le fonctionnement. Alors, en ville, sur le programme Sauvages de ma rue, par exemple, je peux dire que grâce à ce programme, on a reçu énormément de données. On est à presque 100 000 données maintenant envoyées par les citadins de toute la France métropolitaine. Et on a pu voir comment étaient réparties les espèces et, par exemple, donner des préconisations de gestion aux gens qui s'occupent des villes en leur disant, quand le quartier est structuré de cette manière-là, on a plus d'espèces par exemple sur les trottoirs, que quand le quartier est structuré d'une autre manière. Donc, ça nous permet de donner des solutions sur la gestion de la ville et avoir un effet sur la biodiversité. Vous parliez de l'importance de mettre des noms sur les choses, d'avoir finalement une richesse qui soit culturelle dans cette biodiversité. Colin Fontaine, c'est aussi votre point de vue, j'imagine, c'est ce que vous me disiez en tout cas. Cette biodiversité, finalement, il n'est pas indispensable d'un point de vue de la survie qu'elle soit aussi riche, mais elle est là aussi parce que c'est une richesse culturelle, une richesse pour l'être humain. Oui, absolument. Et puis c'est une richesse qui est relativement accessible. Avant de s'être penché sur des fleurs avec des insectes qui butinent, on se dit que c'est des abeilles, et puis au bout de 5 minutes à regarder, en fait, on est face à une diversité de formes, de couleurs, de comportements qui est absolument phénoménale et qui est merveille. Donc il y a un côté dans ces programmes de sciences participatives aussi de prendre le temps de regarder la nature, qui est le premier pas pour ensuite la connaître et la protéger. Alors, il y a encore beaucoup d'autres choses qu'on pourrait raconter avec passion. On va privilégier peut-être les questions de la salle, comme dans les quelques minutes qui restent. Si vous avez des questions à poser. On va attendre le micro, comme ça tout le monde pourra entendre votre question. Est-ce que vous pourrez inventer comment on pourrait dire, émission réalisée, par exemple, par tous les étudiants de biologie, botanique, etc. Les messagers des plantes sauvages de Paris. Qu'ils aillent dans tous les cours parisiennes, on met une affiche devant la cour en disant « Les messagers des plantes naturelles, il va passer chez vous ces jours-ci de 7h à 7h pour leur dire toutes les plantes naturelles qu'ils arrachent avec zéro conscience pour nettoyer. Ça fait 8 ans que je me bats dans la cour où je vis pour protéger c'est une cour immense, pour protéger 4 mètres carrés où je protège les herbes naturelles qui poussent entre les pavés et dans les pots des plantes abandonnées. Donc, pour préserver les 4 mètres carrés, pour qu'on laisse en paix tous les êtres naturels qui vivent là, j'ai dû me transformer en dragon depuis 8 ans. D'accord ? J'ai tout essayé, pédagogique, de la pédagogie, des trucs. Non. C'est-à-dire, là, il vient de se passer la dernière éradication totale. Ils ont à nouveau tout arraché. Ouais. Donc, il faut trouver une stratégie des fonds, mais vraiment des fonds, parce que les gens ici, ils n'ont plus aucune connexion. C'est « je l'aime pas, via ». C'est leur ego, point et basta.
Une solution, Merci Nathalie madame. Vachon. Alors nous, notre arme, c'est l'éducation, la sensibilisation, hein, vous l'avez compris. Donc on fait beaucoup de choses pour ça parce que il nous semble que c'est l'outil le plus intéressant pour faire évoluer les mentalités des gens. Il y a aussi les pouvoirs publics et donc il y a des villes, on a vu il n'y a pas très longtemps à la ville de Montreuil par exemple, où sur certains trottoirs les gens se déclarent responsables des quelques mètres carrés végétalisés qui sont devant chez eux. Ils peuvent mettre une petite pancarte en demandant au service de la ville de ne pas désherber. Et auquel cas, ils sont responsables de cet espace-là et ils peuvent soit laisser la végétation spontanée, soit cultiver les espèces qui les intéressent. Mais ça veut dire qu'il faut, c'est les pouvoirs publics hein, qu'il faut interpeller et peut-être voter pour ceux qui préservent le mieux la biodiversité. Une autre question? J'attire l'attention sur le bulletin trimestriel du muséum qui ne fait pas mention des naturalistes parisiens, associations centenaires, hein, des sciences naturelles, botaniques, entomos, insectes, etc., ainsi que sur les mycologues qui sont rue de Rotembourg dans le 12e et la Ligue pour les oiseaux. Et je suis sûre que ça intéresserait beaucoup de jeunes gens ici. Mais nos programmes de sciences participatives s'adressent à tout le monde, aux particuliers, aux associations naturalistes. Il y a des associations naturalistes qui travaillent beaucoup avec nous, la LPO que vous mentionnez particulièrement. Il y a d'autres qui sont plus réticentes à envoyer des données. Alors nous, on force personne à travailler avec nous, mais le muséum relaie beaucoup les gens qui travaillent avec eux. Voilà. Alors, le micro arrive, il y a une question en haut. Oui, on ne voit plus trop de toiles d'araignée. Est-ce que ça serait utile en ville, les toiles d'araignée ou... Et une deuxième question, il parlait des caniveaux précédemment, donc il ne pourrait pas y avoir des caniveaux qui favoriseraient la biodiversité et des couloirs donc de biodiversité à propos, les pouvoirs publics ne pourraient pas revoir la voirie pour ça, parce que si on attend après les toits végétalisés, on va attendre très très longtemps avant d'organiser la ville pour favoriser la biodiversité. Alors les pouvoirs publics à Paris, en tout cas, ils travaillent avec la population dans les quartiers. Donc il y a quand même des relations entre les habitants et les décisions qui sont prises au niveau de la biodiversité. Pour ce qui est des araignées, il y a des gens qui aiment bien les araignées, il y en a d'autres qui les aiment moins. On ne peut pas imposer aux gens de faire attention à leurs araignées s'ils en ont la phobie. Les araignées sont des animaux extrêmement utiles parce qu'ils régulent une certaine partie des populations d'insectes. Et donc, nous, on vous encourage à respecter vos petites araignées, mais on comprend qu'il y a des freins, c'est culturel. Alors, une autre question. Oui. Vous parliez de hérissons tout à l'heure. J'aurais aimé savoir s'il restait des hérissons à Paris, justement. Vous parliez de façon générale des hérissons. Je crois qu'il y avait une petite population vers la porte de la Chapelle. Mais est-ce qu'on sait s'il en reste quelque part? C'est peut-être Benoît qui peut répondre. Oui, on en a vu sur la petite ceinture. Intramuros, pardon. Intramuros, je ne suis pas tout à fait sûr, mais en périphérie, oui, et même dans des zones densément urbanisées comme le nord des Hauts-de-Seine, par exemple, Nanterre, Colombes, tout ça que je connais bien, il y a du hérisson. Je ne sais pas s'il doit y en avoir, mais encore une fois, il faut prospecter la nuit à lampe fronte dans les parcs urbains et essayer de faire des petits transects. Non, je pense qu'il doit y en avoir. Pas beaucoup, mais il doit y en avoir. C'est vrai que je viens de lire un travail de master sur la petite ceinture. Donc vous savez, c'est une ancienne voie ferrée qui faisait le tour de Paris. Et certains espaces de cette petite ceinture sont interdits au public, d'autres non. Et il y a des relevés qui sont faits et effectivement, il y a des hérissons qui ont été vus récemment par les étudiants.
Alors, il y a un micro toujours qui... Allez-y. Oui, bonjour à tous. Là, je suis arrivée cette année dans un établissement où le laborantin il est féru de biodiversité. Et là, il m'a montré énormément d'images qu'il prend avec son portable dans notre petit jardin. Et j'ai été très, très, très étonnée de cette fameuse biodiversité, la richesse, ne serait-ce que les couleurs. C'est très beau à voir. Et j'en ai déjà montré quelques images à mes élèves et qui ont été quand même bluffés de voir que dans leur établissement, ils avaient une telle beauté, parce qu'ils pensaient quand même que c'était des images Google qu'on avait été récupérées. Donc le but du jeu, la question en fait, c'est de savoir, maintenant on voudrait les nommer. Il a commencé à nommer les espèces, mais on voudrait être sûr pour pouvoir après afficher ça au niveau de l'établissement, partager aussi avec d'autres. Et puis voir aussi si on peut, avec le lycée, je verrai si on peut se mettre aussi dans le programme Viginature. Donc, est-ce que vous pouvez... Vous parlez d'un établissement scolaire ? C'est un établissement scolaire, c'est un lycée avec son petit jardin. Donc, on cherche en fait à nommer des espèces. Et là, pour le moment, ce sont des espèces d'insectes que l'on a, essentiellement. Alors pour les espèces d'insectes, donc moi je travaille sur un programme de sciences participatives sur les pollinisateurs et on a construit une clé d'identification qui n'est pas qu'on fait sur qu'on utilise sur un ordinateur et qui permet donc de donner un nom. Alors pas forcément un nom d'espèce parce qu'on n'est pas forcément juste avec une photo, c'est pas forcément possible d'aller jusqu'à une identification spécifique, mais qui permet de donner un nom à tous les insectes qu'on voit sur les fleurs en France. Donc cette clé d'identification, elle est disponible et librement accessible sur le site du programme SPIPOL, SPIPO2L, qui veut dire suivi photographique des insectes pollinisateurs. Sinon, il y a d'autres clés qui existent aussi pour les plantes. Il y a notamment Tela Botanica qui propose des aides à l'identification. Et enfin, juste pour ces histoires de Viginature, donc ces programmes de sciences participatives qui sont axés sur la biodiversité au muséum, il y a toute une partie qui s'appelle Viginature École. Et donc, dans ces programmes, en fait, on adapte les programmes qui sont faits sur les différentes parties de la biodiversité, on les adapte pour des travaux en classe. Et donc ça, c'est tout à fait possible enfin, on peut vous donner le contact pour s'intégrer. Regardez à Viginature École et il y a tout ce qu'il faut pour travailler sur les espèces qu'on trouve dans les cours de récréation en particulier. Alors, on a encore le temps pour une ou deux questions, s'il y a encore des gens qui ont des questions pressantes. Oui, bonjour. Je voulais vous signaler qu'il y a des initiatives aussi pour faire découvrir les plantes sauvages, comestibles et médicinales dans des jardins de Paris ou autour de Paris, par exemple au bois de Vincennes. Demain, il y a une balade à Bobigny et je suis en train d'essayer d'organiser une balade dans les bois de Meudon vers la fin octobre et peut-être aussi au mois de novembre. Donc c'est aussi une façon de découvrir avec des gens qui connaissent ces plantes ce qu'il y a encore à Paris et aux alentours de Paris. Oui, c'est excellent de proposer ce genre de balade. Nous, c'est vrai que dans les livres, quand on aide à l'identification des espèces de plantes, on donne souvent les usages qui sont faits parce que les gens aiment bien savoir si elles ont un usage et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, bravo pour ces initiatives. Et d'ailleurs, on est en train de voir avec nos collègues des sciences humaines comment le phénomène de cueillette se produit dans la région parisienne. Je pense que les gens se sont déconnectés de la nature et ils ont oublié toutes ces plantes et qui peuvent être mangées ou servir pour d'autres choses. Et on aimerait bien voir comment ces mentalités sont en train de changer à cet égard. Alors, une dernière question peut-être, si le micro circule.
Le message est passé. Une dernière question, le monsieur. Oui, j'avais juste une question sur, vous parliez rapidement tout à l'heure de la petite ceinture, sur le rôle de toutes les voies ferrées en fait. Est-ce qu'on a des éléments là-dessus sur la façon, par exemple, dont la SNCF gère ces espaces qui sont quand même assez énormes, y compris en centre-ville, sur les bords de voies ferrées ou surtout ces délaissés autour des voies ferrées ou des voies de métro? Est-ce qu'on sait le rôle que ça peut avoir en termes de biodiversité et la façon dont ils sont gérés? Alors les voies ferrées, c'est quelque chose de très compliqué et jusqu'à récemment, il faut avouer que les gestionnaires de voies ferrées se préoccupaient plus de détruire la végétation qui était proche des voies que de la favoriser. Bien évidemment, ça pose des problèmes très importants de sécurité. Un train ne peut pas passer s'il y a un arbre, c'est clair. Donc, ils ont utilisé des doses massives de pesticides, d'herbicides pour préserver les voies. Ils sont en train de revenir sur ces questions-là et trouver des méthodes alternatives. En tout cas, les délaissés, donc les espaces verts qui se trouvent à proximité, pas trop près des voies, mais un petit peu plus loin, ça fait des espaces extrêmement intéressants pour la biodiversité parce qu'elle peut s'en servir comme corridor, justement. On parlait des corridors tout à l'heure. Donc, c'est des voies où les espèces peuvent circuler assez bien. Alors, je ne sais pas si on a le temps de parler un tout petit peu des espèces invasives. Donc, les espèces invasives, c'est ces espèces qui ont tendance à couvrir des superficies assez importantes et certaines d'entre elles donc, passent par ces voies ferroviaires pour rentrer dans la ville. Entre autres, il y a d'autres espèces aussi qui utilisent ces voies. Donc ce sont des voies d'entrée de biodiversité dans la ville. Alors les espèces invasives en ville, c'est des espèces qui posent peut-être moins de problèmes qu'ailleurs, dès lors qu'elles ne sont pas porteuses de problèmes de santé publique. Il y a des plantes très allergènes, on est obligé de les éradiquer rapidement, mais pour les autres, c'est un peu différent. Je parlais tout à l'heure du Senson du Cap. Probablement, il ne dérange pas beaucoup la biodiversité parce qu'il se met à des endroits où les autres plantes n'étaient pas très importantes, enfin, elles ne couvraient pas tout le sol. Mais il y en a d'autres qui sont un peu plus ennuyeuses. Par exemple, la renouée du Japon qui a tendance à faire des grosses populations très denses et qui empêche complètement d'autres plantes de pousser. Et donc, forcément, on n'a plus qu'une espèce là où on en avait plusieurs dizaines. Et ça, c'est un peu plus ennuyeux pour le fonctionnement de l'écosystème. Et donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à la question des voies ferrées. Bon, merci beaucoup. On va rester là. Merci Colin Fontaine. Merci Nathalie Machon. Alors, on va faire une courte pause pour vous laisser profiter de la biodiversité en vrai à la surface dans le jardin. Revenez à 16h20 à peu près si vous voulez avoir la réponse à la question « La nature peut-elle sauver la ville ?» C'est dans un quart d'heure avec une nouvelle table ronde. À tout de suite, merci.